Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom Sur que nous consacrons ce soir au secteur de la pêche, particulièrement l'arrêt biologique. Commencé au milieu des années 90 sur la base de rapports scientifiques ayant établi que les ressources halieutiques en Mauritanie étaient sujettes à une surexploitation, cette mesure vise à préserver la richesse de notre mer. C'est dire combien il est important pour un pays dont la façade maritime longue de 700 km est l'une des côtes les plus poissonneuses du monde. L'arrêt des activités de la pêche dans les eaux maritimes nationales concerne aussi bien la pêche côtière ou artisanale que la pêche en haute mer ou industrielle. En plus de la reproduction des espèces maritimes, l'arrêt biologique permet le nettoyage des zones côtières des détritus nocifs pour l'environnement. C'est également l'occasion pour l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches de procéder à des expériences pour identifier les espèces de poissons qui se reproduisent de manière remarquable durant le repos biologique et celles qui sont menacées d'extinction. Durant cette période, les unités de surveillance maritime se chargent, quant à elles, de contrôler les zones maritimes du pays, de poursuivre et de verbaliser tout contrevenant à ces décisions. C'est dans le but de débattre de cet important sujet que nous avons invité sur le plateau de votre magazine Zoom Sur le capitaine de vaisseau Mohamedou Abderrahmane, commandant de la garde-côte mauritanienne, Lamine Camara, directeur général de la direction de l'aménagement des ressources et des études au ministère des Pêches d'Ar, Dr Dia Mamadou, coordinateur de programme à l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches IMROP, Isselmou Oulkirbali, secrétaire général de la Fédération nationale des pêches, section artisanale sud. Avant de commencer et de parler de l'arrêt biologique, je pense qu'il vaudrait mieux parler de la rentrée après l'arrêt biologique. Quelle évaluation en font les spécialistes et les hommes de terrain que vous êtes? Bonsoir, merci d'abord de votre invitation. Réponse difficile. Je veux juste rappeler que c'est vrai, nous avons des côtes assez poissonneuses, mais elles ne sont pas inépuisables. Et justement, le rôle du ministère, c'est de connaître d'abord ce qu'on a, de définir les règles d'aménagement et d'exploitation et de s'assurer que ces règles sont suivies pour justement assurer la durabilité de l'exploitation. L'arrêt biologique n'est qu'une mesure d'aménagement qui permet justement la régénération des espèces objets justement de l'arrêt biologique et donc de favoriser le recrutement, un bon recrutement. Pour cette année, en tout cas pour ma part, je peux dire que l'arrêt a été mieux observé que les années précédentes, ça c'est certain, parce que les moyens mis en place n'ont rien à voir pratiquement avec ce qu'on faisait à l'époque. Tant mieux, on en parlera tout à l'heure. Lamine, quelle évaluation faites-vous de l'entrée? Bonsoir et merci de me donner l'opportunité de communiquer sur ce que nous faisons au niveau du département, notamment en matière d'organisation, de régulation de l'activité de pêche, comme vous l'avez si bien dit, qui constitue quand même une des activités économiques les plus en vue pour notre économie nationale. L'arrêt biologique, comme l'a dit le commandant, effectivement, ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres de toute une panoplie de mesures qu'on met en place, soit des mesures techniques pour réguler l'activité elle-même ou des mesures de préservation de la ressource. Et quand on dit ressources, on parle ici de ressources biologiques vivantes. Donc on dit arrêt biologique, mais il y a plusieurs sortes d'arrêts, effectivement. Quand on fait coïncider l'arrêt avec une phase critique, en tout cas du cycle biologique de l'espèce ou en tout cas de la ressource qu'on veut protéger, soit lors de la ponte ou du recrutement, effectivement on parle d'un arrêt biologique, parce que c'est ça l'objectif, c'est de préserver en tout cas des stades de ce cycle.
Mais aussi, il arrive bien sûr qu'on arrête pour des raisons, en tout cas commerciales. Donc là aussi, on parlera d'arrêt commercial, mais très souvent, en tout cas nous, il est établi que souvent, ce que nous mettons focus plutôt sur l'arrêt biologique. Parce que ce sont 2 arrêts annuels et qui sont calés sur 2 périodes critiques du cycle de vie d'une ressource stratégique qu'on appelle les céphalopodes, notamment le poulpe. Voilà un peu ça, en tout cas, pour situer l'arrêt biologique. D'accord. Monsieur Dia, vous, c'est l'INROP, oui. C'est un peu dans la tête des citoyens, l'avis scientifique. Ouais. Vous êtes responsable ou du moins vous êtes concerné par ce fait d'évaluer les stocks de nos ressources. Vous avez des équipes que vous envoyez avant, pendant et les arrêts biologiques. Quelle est la finalité de l'avis des scientifiques que vous êtes et à qui est-il soumis? Merci M. Daï pour cette invitation. Comme l'ami l'a bien souligné, le commandant, effectivement, l'arrêt biologique, il est là, en fait, comme disait tout à l'heure l'ami, c'est pour protéger un tout petit peu la ressource. Lorsqu'on protège les phases critiques, on va parler surtout de repos biologique. Voilà, d'une manière générale. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois que l'arrêt, disons qu'on décide disons, on envoie mensuellement ou on prend les données à partir des débarquements, on voit à peu près l'état de la ressource. Lorsque la phase critique elle est là, on fait un rapport, on émet un avis à l'endroit du ministère. C'est au ministère maintenant de fixer la date. Suivant, bon, en fait, comme qui dirait, c'est le pourcentage d'individus matures qu'on regarde, c'est le pourcentage de juvéniles qu'on a. Et si on voit, parce qu'il faut dire par exemple que le poulpe, donc il a souligné tout à l'heure, le poulpe il a un taux de croissance extraordinaire. Donc journalièrement il peut prendre 11 grammes. Donc vous voyez un tout petit peu, si on remarque qu'il y a des juvéniles qui a un taux de juvéniles relativement important, si on arrêtait pendant à peu près 60 jours ou 2 mois, ce qui veut dire qu'ils vont gagner extraordinairement. Un individu de 100 grammes pourrait gagner jusqu'à 800 grammes par exemple. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc à partir de là, lorsqu'on regarde qu'il y a une biomasse importante de juvéniles ou tout simplement des individus en phase de reproduction, là on émet un avis à l'endroit du ministère qui, voilà, en ce moment-là. Voilà. Et donc mensuellement, pour le poulpe, on effectue des missions en mer pour essayer de voir à peu près ce qui se passe. Au début, c'était un arrêt. En 2005, le 2e arrêt. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un 3e arrêt biologique? Non. Pourquoi ces arrêts en fait, biologiques? Est-ce que la ressource est menacée? Ouais. La ressource est menacée dans le sens où il est exploité. Voilà, les gens tapent là-dessus, si vous voulez, de plus en plus. Il faut dire qu'au début, les campagnes de suivi s'arrêtaient juste au niveau de la zone nord. À partir de 2015, on a étendu, si vous voulez, ce suivi-là jusqu'au niveau de la zone centre. Donc ce qui fait que, déjà, les conditions hydrologiques ne sont pas les mêmes entre la zone centre et la zone nord. Ce qui fait que nous avons pu étendre, en fait, arriver au 2e arrêt. Mais le 3e arrêt, ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse aller jusque-là. 2 arrêts de 2 mois chacun, c'est déjà pas mal. C'est rassurant. Monsieur Sedmoul Kirbali, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des pêches, section artisanale sud. Section sud. Quel est votre avis sur ce que vos collègues viennent Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Je dirais que généralement, quand il y a un arrêt biologique, on doit avoir un fruit qui est attendu. Malheureusement, ces dernières années, avec ces arrêts biologiques, on constate que juste après l'arrêt, on trouve des difficultés pour avoir le produit comme c'est prévu. Je disais que cette année, particulièrement, nous avons commencé avec des chiffres de 100 et quelques tonnes au départ, et dans un seul mois, nous nous retrouvons à 21 tonnes, et 22. Les raisons, je n'en sais rien, parce que c'est à eux de l'expliquer. Et je sais que, généralement, quand on fait un arrêt, c'est pour augmenter les espèces,
c'est pour avoir une qualité meilleure, c'est pour avoir, permettre à la biodiversité de se développer. Mais si on trouve le contraire, on doit chercher une réponse. Pourquoi ce manque de produits après cet arrêt? Monsieur le capitaine, quelle action concrète la surveillance maritime ou la garde-côte met-elle à profit pour faire respecter cet arrêt biologique? Avant de répondre, je vais essayer de revenir un peu sur l'Europe a plusieurs façons de récupérer l'information. Il a ses campagnes de recherche avec ses moyens à lui, aussi bien ses moyens en mer, ses bateaux, que ses équipes réparties un peu partout sur le littoral, là où il y a un débarquement. Il reçoit les journaux de pêche des flottes de pêche en Mauritanie, et ça c'est un bon élément d'information. Et il y a quelquefois des observateurs embarqués aussi sur des navires de pêche pour voir un peu la situation de près, observateurs de l'Europe. Mais c'est pas comme un troupeau de chameaux, on peut compter le nombre de chameaux. C'est vraiment des données, et ces données vont être utilisées sur des modèles et permettre une estimation de la biomasse et donc une définition d'un taux de prix accessoire par espèce. Il y a pas mal d'incertitudes là-dedans. Il dois aussi rappeler que l'arrêt biologique n'est pas un arrêt total, ce n'est pas un arrêt d'activité, c'est un arrêt de pêche d'espèces céphalopodes pour ce qui est de l'arrêt biologique classique et la langouste rose pour ce qui est de crustacés. La difficulté réside au fait que la pêche continue, l'activité continue, seulement il ne faut pas prendre ce qui n'est pas autorisé. Et là, il faut être là, parce que le pêcheur, lui, ne va rien jeter en mer. N'est-ce pas, SG? Donc, la difficulté que nous avons, c'est que la pêche va continuer, assez facile pour les pêches démersales, hauturières et côtières, parce que c'est des navires qui ne font que la pêche au céphalopode. Et donc, le 31, juste à la veille de la fermeture à minuit, tous les bateaux vont s'assurer qu'ils sont rentrés au port et normalement ils ne sortent plus avant l'ouverture. Pour la pêche artisanale, c'est un peu plus compliqué. Ils vont rentrer, mais ils vont ressortir pour pêcher d'autres espèces, auxquelles, en principe, ils ont droit. Alors, les engins, est-ce qu'ils sont rentrés ou sont restés? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du premier jour de l'arrêt biologique, plus aucun pot, plus aucun piège, plus aucune noce ne pénètre la mer. Maintenant, il y a un navire qui était peut-être resté. Et donc, il y a des pêcheurs qui ne sont pas très respectueux. Et c'est pourquoi on met en place des dispositifs assez importants, en tout cas pendant la période, pour justement arrêter et appréhender tout celui qui pêche. Maritime et aérien. Maritime au départ, côtier, terrestre, parce qu'il faut bien sûr continuellement patrouiller le long de la côte pour éviter les débarquements illicites, débarquements dans un point non autorisé, contrôler tous les débarquements par les sites autorisés. Et dernièrement, effectivement, on a des drones à côté des ports qu'on utilise de temps en temps le long de la côte. Pas très puissants, mais ça nous permet de voir un peu l'intérêt des embarcations. Et on a eu le soutien cette année d'un hélicoptère de la Guardia Civile basé à Nouadhibou. On a aussi affrété une embarcation CNM plus discrète et qui nous permettait de récupérer les engins, de faire monter les engins pour s'assurer qu'il n'y a pas des engins justement interdits. D'accord. Et quels sont les impacts, je dirais, négatifs ou positifs de cet arrêt? Est-ce qu'au niveau du département des pêches, vous avez une impression, un bilan déjà de cet arrêt biologique qui a commencé depuis quand même les années 90?
Effectivement, c'est une très bonne question, mais je pense que si on regarde un peu le contexte, on peut dire que ça aurait pu être pire. C'est qu'il y a eu quand même quelque chose qui se passe. Vous savez, au niveau de la sous-région, on est un peu taxé d'être Greenpeace, en tout cas de la sous-région. Parce que quand vous regardez nos mesures de préservation, de conservation, on est les plus conservateurs de la sous-région, peut-être même en tout cas du continent. Pendant que les gens pêchent des poulpes à 350 grammes, nous, on ne les permet qu'à 500. Quand les autres pêchent la courbine à moins de 70 cm, nous, on est à 70 cm. C'est dire donc que les efforts qui sont consentis, ils ont quand même été pour quelque chose si jusqu'à aujourd'hui on arrive à pêcher. Parce que, pas loin de chez nous ici, les gens, il n'y a que de grandes piscines où il n'y a pratiquement pas de poissons. Les gens sont obligés d'aller chercher le poisson ailleurs. Par rapport aux résultats de l'arrêt, moi je dis que l'arrêt, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il faut d'abord revenir aux objectifs de l'arrêt. Qu'est-ce qu'on vise à travers l'arrêt? C'est pour sécuriser un recrutement. C'est pour sécuriser une ponte ou des géniteurs qui entrent dans la pêcherie et on veut les préserver pendant cette phase critique. Et ça se passe bien. Sinon, à la reprise, on n'aurait même pas eu un poisson. Ce qui est évident, c'est que juste à la reprise, vous avez ce qu'on appelle l'effet reprise. Les gens pêchent des quantités énormes. Mais ce qu'il faut voir, pourquoi ce n'est pas quelque chose de périn sur toute la durée de la reprise, c'est qu'aussi, il faut voir de l'autre côté nos capacités. Est-ce que nos capacités ne sont pas en cause? C'est-à-dire que quand vous vous référez aux années 90, ce qu'on avait comme flotte artisanale, côtière et hôtelière, on a pratiquement doublé ou triplé. Donc il y a aussi un problème de capacité. Vous avez un pain à partager entre deux personnes et après vous avez 10 personnes à partager un pain, on vous dit que non, le pain est devenu trop petit. Mais c'est normal, ceux qui viennent convoiter la ressource, il y a quand même aussi un problème de capacité auquel on est confronté. Et le dernier groupe de travail de l'IMROP a fait état, en tout cas, de la souffrance de beaucoup de nos stocks, dit au fait qu'il y a quand même le problème de capacité qu'on doit regarder de plus près. Et ça, c'est la responsabilité partagée de tout le monde. Les pêcheurs, ceux qui régulent et tout ça. Donc, je pense que l'arrêt biologique, il n'est pas en cause. La mesure, on ne doute pas un instant de l'importance de cette mesure par rapport à la préservation. Maintenant, ces résultats sont là aussi. Juste à la reprise, vous avez un produit de qualité, et c'est ce qui est recherché, parce qu'on veut un gain pondéral par rapport à la qualité de la ressource. On veut aussi qu'il y ait assez de recrutement. Les juvéniles qu'on observait il y a de cela 45 jours ou un mois, ils sont arrivés à 500, 700 grammes. Ça, c'est parmi les résultats de l'arrêt. Si on n'avait pas arrêté, on n'aurait pas permis d'abord la ponte, encore moins l'éclosion, et il n'y aurait même pas de capital stock qui serait maintenu. Donc si on arrive jusqu'à aujourd'hui à avoir quand même un capital stock qui est là et à chaque fois permet de nous donner les bénéfices qu'on va pêcher, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. L'arrêt biologique, c'est pour permettre d'avoir des bénéfices. Vous avez un capital stock, mais qui va vous donner des bénéfices. Et ce sont ces bénéfices que vous allez prélever. Si vous en tenez à ça, ça veut dire que ça va être périn. Mais si vous puisez dans le capital stock lui-même, vous prélevez même les individus qui devaient être là l'année prochaine pour vous donner encore d'autres pontes, eh bien dis donc, alors là, vous entamez votre capital stock et au fur et à mesure, les bénéfices diminuent. Donc l'arrêt biologique, c'est quelque chose d'incontestablement important et les résultats, moi je pense que maintenant, les captures, les rendements, ça aussi, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et c'est tout à fait quelque chose de très normal, monsieur Isselmou. Si vous me dites que vous n'avez pas vu les résultats, ça fait quand même 40 ans qu'on pêche encore le poulpe dans nos eaux. Juste ajouter que avec 4 mois d'arrêt biologique quand même, on dépasse largement les prises qui sont tolérées. Donc on prend de la mer plus que ce qu'elle permet en 8 mois de pêche. Donc si on ne s'était pas arrêté, qu'est-ce qu'on aurait fait? Monsieur Dia, Monsieur Dia Mamadou, l'IMROP, quelle est son évaluation aujourd'hui des stocks de nos ressources maritimes? Et tout à l'heure, je vous avais demandé quelle est la finalité des constats, des conseils que vous adressez au ministère des Pêches. Comment est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui on est en train de tirer sur la sonnette d'alarme ou ce n'est pas le cas? Et quelle est la finalité de ces conseils? C'est important quand même. Quand vous prenez des équipes de scientifiques, vous les envoyez faire du travail, ils reviennent avec des recommandations, des conseils qui doivent être adressés au ministre des Pêches. Est-ce qu'ils en tiennent compte? Comment est la situation aujourd'hui?
Merci. En fait, je voulais rebondir un tout petit peu quand même sur l'importance de l'arrêt biologique. En fait, il a cité deux objectifs, repos biologique, mais le premier objectif, l'un des premiers objectifs en fait des arrêts biologiques, c'est surtout le contrôle de l'effort. C'était ça au début. Bon, en Mauritanie, franchement, on n'est pas arrivé à ça. Finalement, ça a été tourné plus ou moins vers tout ce qui était biologique. Donc voilà, essayer de protéger au maximum la biomasse féconde et les individus pour qu'on puisse avoir un bon équipement l'année d'après, etc. D'accord. Et comme qui dirait, en fait, ce que nous constatons, on effectue, comme l'a dit tout à l'heure Lamine, chaque 4 années, avec les données que nous collectons, en fait, les 4 années, on essaie de faire ce qu'on appelle un groupe de travail. Et ce groupe de travail-là, on récupère les données partout, hein, au niveau de la garde-côte, au niveau de la banque centrale, au niveau de la douane. On récupère tout, là où il y a des données relatives à la pêche, on les récupère. On fait des évaluations de statistiques, des évaluations de stock, par des modèles mathématiques et autres. Et finalement, pratiquement, et là, il n'y a pas que nous, hein, il y a tout le monde qui est là, qui est invité, il y a des experts internationaux qui viennent pour valider avec nous les données. Et qu'est-ce qu'on constate? Pratiquement, la plupart des espèces sont complètement surexploitées. Et ceci est dû à quoi? Comme l'a dit Lamine, c'est la capacité de pêche. Et je pense que, est-ce qu'ils arrivent à la maîtriser correctement? C'est ça le gros problème. Il a dit en groupe 1, on a un partage entre 3, chacun de nous va avoir un gros morceau. Mais si il faut partager ça entre 1 million d'individus, chacun aura un petit morceau, il va dire qu'il n'y a rien. Mais quand même, il faut dire que la plupart les petits pélagiques sont complètement surexploités. La plupart des démersaux sont surexploités. Le poulpe, la langouste, etc. Donc, voilà, c'est ça. Bon, ils essaient, et lorsqu'on émet des avis, en général, l'ADA on prend compte à peu près de ces avis-là et émet des circulaires, des arrêtés pour essayer au mieux de gérer cette ressource-là. Tant mieux. Est-ce que c'est le cas également pour la fédération? Est-ce que vous êtes associé également vous avez été associé à cette décision d'arrêt biologique? Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous êtes satisfait? Quel est l'avis de la fédération sur ce? Nous, parfois, on dit que ces arrêts biologiques sont prises par l'administration elle-même et non par les techniciens. Les raisons que nous avons, c'est différentes raisons, parfois fondées pour certains, parfois elles ne sont pas fondées. Mais en réalité, nous, ce que nous regardons, c'est un résultat. S'il y a un arrêt biologique et un résultat après, nous jugeons que c'est normal de faire l'arrêt. Mais comme je viens de dire tout de suite, quand il y a un arrêt et on n'arrive pas à avoir l'augmentation de ces espèces, la question est posée, ce que je viens de dire tout de suite. Si on voit que la capacité pêchée est supérieure, il est temps de prendre des décisions sur ça. Il faut diminuer les bateaux, il faut diminuer les autorisations, parce qu'on a besoin vraiment de voir de préserver notre ressource. Si la ressource s'écoule tous les jours et on fait 4 mois d'arrêt biologique et après on n'arrive pas, il faut bien avoir cette question posée, il faut bien avoir le courage de prendre des décisions définitives pour régler ce problème, même s'il faut faire un arrêt d'1 année, un arrêt de 6 mois, de 8 mois, mais il est temps de prendre des décisions pour ça. 4 mois d'arrêt biologique. Que fait le ministère pour compenser un peu les pertes liées à l'arrêt biologique? Est-ce que la fédération se plaint? Est-ce qu'il y a une stratégie? Que fait le département dans ce sens? Justement, il vient d'évoquer un point très important. Il dit qu'on n'en voit pas les résultats. Si à chaque fois qu'il faut prendre une mesure, elle est un peu douloureuse, il faut l'abandonner, moi je pense qu'on va de mal en pire. Et c'est pourquoi je dis l'arrêt biologique, c'est quelque chose de salutaire. Il faut que ça existe, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, 4 mois, 2 mois, 6 mois, vous savez, l'arrêt biologique, il est calé sur, comme je vous ai dit, des périodes critiques par rapport à une ressource stratégique et qui se renouvelle très rapidement. Le poulpe. Maintenant, on essaie d'arrêter en même temps toutes les flottilles qui peuvent impacter cette ressource durant la période d'arrêt. Par exemple, on dit tout ce qui est chalutage, par exemple, en zone où on peut trouver et le poulpe et d'autres espèces, il est arrêté en même temps.
Vous verrez bien que dans les différents arrêtés qui sont émis, on dit arrêté portant fermeture de la pêche artisanale céphalopodière. On n'a pas dit la pêche artisanale, toute la pêche artisanale. On dit la pêche côtière céphalopodière et la pêche démersale de fond, et on cite les différentes catégories qui peuvent impacter cette ressource. Donc on laisse des soupapes, en tout cas, pour que les gens puissent continuer leur activité économique. Et aussi, vous avez posé une question très importante par rapport à l'avis scientifique. L'avis scientifique, c'est quelque chose de cartésien. Il vous dit, attention, moi j'ai remarqué que le pourcentage de juvéniles est très élevé par rapport aux individus matures que vous recherchez. Il faut fermer. Des fois, on module un peu pour prendre en compte certains aspects économiques qui, sans aussi piétiner l'avis scientifique. Et ça se fait. Et sociaux, bien sûr, sans pied, parce qu'on a aussi d'autres aspects qu'il faut prendre en considération. Et tout ça fait que, des fois, vous n'avez pas un avis scientifique intégral, copié et calqué dans un arrêté, parce qu'on met en considération d'autres petits facteurs pour soulager aussi le pêcheur qui ne dépend que de ça. Et ça se fait tout le temps. D'ailleurs, vous verrez que de temps en temps, si, par exemple, l'arrêt a été de 2 mois, et que l'avis scientifique, il dit on a toujours une présence forte de juvéniles dans telle zone. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, c'est-à-dire on lève la fermeture, on dit oui, c'est la fin de l'arrêt biologique, mais on procède à une fermeture de zone. Et tout de suite, on ouvre, mais on ferme une zone, c'est pour que les gens puissent aller pêcher ailleurs, mais on est toujours regardant sur le renouvellement de la ressource. Et comme je vous ai dit, le capital stock, si vous ne faites pas attention, d'année en année, vous diminuez votre capital, vous diminuez les bénéfices. Et c'est ce qui nous est arrivé. On pêchait bien, on pêchait tout, à la reprise, on passait tout le temps à pêcher. Quand on dit oui, il faut arrêter, il y a beaucoup de discussions lors des concertations. Quand on a voulu dire aux gens, c'est 60 jours intégral, mais il y a eu beaucoup de bruit. Non, nous, on doit pêcher, on doit sortir à la pêche un peu avant parce qu'on n'est pas les mêmes que les autres. Mais ce qui est en question, ce n'est pas les autres ou vous, ce qui est en question, c'est la ressource. Que vous la tuiez en étant artisan, hôtelier, industriel, il y a une période critique qu'il faut protéger. Quel qu'il soit celui qui va venir tuer ce poisson durant cette période, il faudra en tout cas prendre des mesures. Et là aussi, lors de nos concertations, ce sont des pierres d'achoppement. Je vous dis que ce n'est pas toujours donné, l'arrêt biologique là. Parce qu'il y a beaucoup de réticences par rapport à la durée. Allez-y. Effectivement, il arrive que dans une zone, on constate qu'il y a beaucoup plus de juvéniles que d'individus matures. Là, on les avertit directement pour qu'il y ait une fermeture spatiale. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, je ne sais pas, je me dis qu'en 1995, lorsqu'il y a eu arrêt biologique qui concernait le poulpe, je pense que c'était les opérateurs qui l'avaient demandé. Au départ, en fait, à cause des négociations avec les Japonais qui avaient demandé un arrêt des activités de pêche pendant 45 jours pour qu'ils puissent à peu près. Ça, voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que pour la langouste rose, c'est eux-mêmes qui ont fixé plus ou moins cette période d'arrêt biologique de 6 mois. Parce que tout simplement, c'était la période de reproduction, c'était la période de mûre, où l'individu prenait un peu de poids, de longueur. Donc, c'était en concertation avec eux, et c'est eux-mêmes qui avaient fixé les 15 juin. Donc, je me dis qu'à chaque fois qu'il y a eu un arrêt ou autre, des discussions, c'est en concertation. En fait, c'est une concertation générale. On est tout le temps dans le bureau du commandant avec tout le monde, on discute de tout. Voilà. À nos niveaux, en tout cas. Malgré, allez-y. Le vrai problème, c'est un problème de capacité. Quand on a une forte capacité, il faut la rentabiliser. Les sorties à mer, il faut les rentabiliser. Et on les rentabilise quoi? En pêchant le plus possible de la plus valeureuse ressource. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que tout le monde cherche le poulpe et il n'y a pas assez de poulpe pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend justement de la biomasse. Et année après année, elle va diminuer et donc il y aura moins à prendre l'année prochaine. Alors, je crois qu'il faut que ce que le ministère a essayé de faire, c'est favoriser justement d'autres pêcheries que le poulpe, mais jusqu'à présent, ça freine un peu parce qu'effectivement, le poulpe, c'est le plus facile à pêcher. Ou la langouste rose. La langouste rose, c'était 6 mois de pêche. Ils l'ont fait 1 mois, ils ont épuisé le TAC. En 1 mois, ils ont pris tout le TAC. On était obligé de faire l'arrêt parce que sinon, il y aura plus de langouste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
sur le fait que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de poisson, on ne trouve pas de poisson dans nos marchés, sinon qu'il est un peu cher par rapport à un pays qui se vante d'avoir les côtes les plus poissonneuses. C'est quoi le problème? C'est comment lui trouver une solution? Puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, nous, en tant ce soir que citoyens, que pères de famille, que fils de ce pays, qui sont désireux d'avoir à la portée de main le poisson. Est-ce que c'est le cas? Si vous voulez que je oui, lance, bien sûr, c'est une discussion à bâton rompu, chacun peut... Ouais. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, ben, plusieurs facteurs, en tout cas, expliquent cette situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a des facteurs qui prennent genèse... Monsieur Lamine, excusez-moi, je vais faire très simple et très clair. Je veux dire que la Mauritanienne qui s'en va aujourd'hui au marché de poissons, elle trouve que la turbine, que le chof, c'est cher, qu'il est introuvable. Mais aussi, il faut revenir... C'est ce que nous consommons en réalité. Cas, moi, je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Parce que le poisson, il n'y a pas que le chof, la courbine et ce que nous consommons. Voilà, ce que nous consommons. Mais quand on me dit, oui, c'est l'une des côtes les plus poissonneuses, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ce poisson. Il y a d'autres espèces de poissons. Est-ce que nous les voulons? Quand on vous dit qu'il n'y a pas de poisson, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais ce que nous cherchons, il n'existe pas. Est-ce que vous savez que dans le Sahel, la Mauritanie compte parmi les pays les plus prospères en termes de cheptel? Combien coûte le kilo de viande? Mais on n'a jamais entendu quelqu'un se plaindre, dire que nous sommes parmi les pays les plus nantis en matière de ressources animales terrestres et que la viande coûte cher. Pourtant, vous faites le parallélisme. C'est notre père. Et là-bas, pour aller chercher le poisson, les conditions d'abord, c'est pas comme le truc terrestre, où vous prenez une bête, alors que là-bas, pour y aller, il faut d'abord avoir du courage, il faut être formé, il faut de la ressource. Moi, je pense que c'est vrai, il y a également un contexte, en tout cas beaucoup plus global, qui fait que les ressources halieutiques sont de plus en plus prisées et tout le monde en cherche. C'est normal que ça se raréfie. Mais cela ne veut pas dire que, oui, on a une côte poissonneuse, on ne vient pas avec son panier, on prend le poisson de la mer et on s'en va faire sa cuisine. Non. Il y a quand même des choses. Il y a le coût des intrants, il y a tout ça. Il faut aussi calculer ces choses-là à la base. Est-ce que la situation qu'on avait d'antan pour aller faire une marée et tout ça, ce n'est plus la même chose? Le monsieur, il va comptabiliser ça dans le coût du kilo de poisson quand il va le prendre. Et moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en ligne de mire, mais je suis d'accord avec vous que des efforts restent à faire pour que, effectivement, le poisson quand même soit de plus en plus disponible dans le panier de la ménagère mauritanienne. Mais c'est pas simple, c'est pas des facteurs que nous maîtrisons au niveau local seulement, il y a aussi le contexte international qui juge. Moi, je pense que tous ces facteurs doivent être pris en considération. Monsieur Selou, pendant cette période d'arrêt biologique, la Fédération ne reste pas les bras croisés. Je pense qu'elle met à profit cette période pour régulariser la situation de son personnel navigant, pour s'occuper de sa flotte. Qu'est-ce qui se passe pendant cette... Puisque les scientifiques de l'IMROP sont sur le terrain, la délégation est en train de surveiller, le ministère est en train de penser à sa stratégie. Que fait la Fédération en cette période de... Avant de répondre un peu, je rebondis à la question de notre cher collègue qui disait que les linguistiers, c'est eux qui font l'arrêt biologique, c'est eux qui ont demandé de faire 6 mois. Et je dirais que ce n'est pas normal. C'est l'administration et les gestionnaires de la ressource qui doit ordonner et qui doit... Et si ce n'est pas normal de leur donner 6 mois, on ne leur donne pas 6 mois. Et je dirais également que quand on dit qu'il y a beaucoup de pêcheries et qu'il y a beaucoup, il faut la diminuer. On ne donne pas de quotas à plus de 400 bateaux. Quand on voit qu'on n'a pas suffisamment de produits, on diminue les licences. Parce que nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de faire tous les moyens, de mettre tous les moyens pour sauvegarder le reste de nos ressources qui restent, le peu qui reste, selon les scientifiques. Et si on continue à avoir comme argument qu'on a beaucoup de bateaux qui pêchent et chacun va pêcher, et il n'y a pas une rentabilité premièrement commerciale. Parce que si on divise, comme vient de dire Doyen,
un pain sur 10 personnes, on va le diviser sur 1000 personnes ou 100 personnes. Donc, il vaut mieux arrêter sur les 10 personnes. Ne pas faire participer les 100 autres, parce que commercialement, ce n'est pas rentable. Et quand c'est pas rentable, on n'a pas à enfoncer les gens, ou à enfoncer les professionnels ou les opérateurs dans des problèmes. Surtout que le système banquier, vous le connaissez très bien. Quand toutefois on n'a pas suffisamment de paiements, on le saisit les mêmes jours. Quand sur le marché local, je reviens sur votre question, on voit la rareté du produit, c'est-à-dire de la courbine et d'autres grands poissons que les Mauritaniens ont l'habitude de manger. C'est vrai qu'il y a une rareté, mais il y a d'autres espèces qui peuvent être utilisées et qui sont utilisées actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner complètement nos anciennes coutumes et avoir nos anciens tchéboudjiens pour toujours. Ça doit y avoir des raisons. Quelles sont ces raisons? Moi, je vois que au niveau du ministère, on autorise la pêcherie selon une licence, c'est ça? Selon une licence. Et si cette licence n'est pas autorisée, vous ne pouvez pas la mener. Si par exemple la période de ces grandes espèces, elles sont pêchées périodiquement, et personne ne peut avoir le courage de prendre de l'argent et le mettre en attendant une semaine ou 2 semaines pour pêcher des choses qui ne sont pas vraiment lisibles. Mais ils peuvent faire de la fausse pêche. Ils diront tout simplement, ils vous répondront tout de suite que c'est tout à fait normal parce qu'on cherche à aller comme on veut. Non. Si c'est dans le marché local, moi je vois que c'est tout à fait normal de faire toutes les facilités possibles si ce n'est pas des produits qui vont être exportés. Si c'est des produits qui vont être mangés par les Mauritaniens sur le territoire mauritanien, je vois qu'il faut avoir toutes les facilités possibles si, bien sûr, le TAC le permet. D'accord. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Cette période, vous la mettez à profit. Oui. Je suis rentré dans notre question. Tout à fait normal. Nous, ces derniers temps, toutes les périodes, on est préoccupés. Parce que le commerçant, comme vous le savez, quand il ne gagne pas, il est toujours pris. Le carénage qu'on fait actuellement dans les années, on ne peut plus faire le même carénage. Plus les chalutiers. Les carénages maintenant est fait à moitié. Parce que les gens n'ont pas les moyens de le faire. Quand il n'y a pas la ressource, quand il n'y a pas une grande quantité qu'ils peuvent utiliser, qui peuvent pêcher, c'est difficile de faire les dépenses. C'est très difficile. On fait du mieux. L'immatriculation des embarcations, le personnel navigant, les licences, tout cela, vous le faites pas. Jusqu'à l'ouverture. Puisque la gare. On n'a pas parlé de la pêche artisanale. On n'a pas parlé. La gare. Lui, il a posé la question sur le carénage. On n'a pas parlé de la pêche artisanale. Quand on parle de la pêche artisanale, c'est une continuité qui donne la chance à ces gens de récupérer et de vivre en attendant l'ouverture des autres espèces. La gare Côte, elle, leur demande d'installer des balises sur le bateau, sur les chalutiers, Pour tout bateau. Ouais. Avant d'être autorisé à pêcher en Mauritanie, s'il a une longueur supérieure à 15 mètres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la pêche artisanale, il est obligé d'avoir un système de suivi par satellite. Et donc on a une position de ce bateau toutes les heures. On sait où il est. Ça fait partie des mesures techniques d'aménagement. Il y a un zonage, il y a un engin de pêche, il y a des capteurs accessoires et il y a des tailles minimales. Donc nous, l'objectif c'est de s'assurer qu'il pêche dans la zone autorisée, qu'il utilise des engins qui lui sont permis, qu'il ne prenne pas des espèces qui lui sont interdites, qu'il prend des tailles matures pour les espèces qu'il est autorisé à prendre. Et donc ça, on le fait par un suivi satellite, donc à partir de notre centre des opérations. Il y a quelques années, vous traitez avec Inmarsat, Argos. Est-ce que des sociétés qui sont spécialisées? On a évolué d'Argos vers l'Iridium parce qu'il est plus puissant, il assure de meilleures qualités et surtout il donne la possibilité
d'émettre des alertes sur un certain nombre de comportements suspects. Donc il peut nous signaler des comportements suspects de navires qui essayent de tricher. Donc on fait ça avec donc, la surveillance satellitaire, nos patrouilles en mer, nos contrôles à quai et bien sûr le contrôle des usines parce qu'après il est débarqué, il est traité dans les usines et on est dans toute la chaîne jusqu'à l'exportation vers les pays étrangers. Pour revenir aux poissons en Mauritanie, nous sommes dans une économie de marché. Et le privé, l'opérateur, le commerçant, l'homme d'affaires, il cherche à gagner de l'argent. Donc c'est pas que le poisson n'existe plus, c'est que le meilleur, le plus offrant, c'est l'étranger en général. Donc ces produits-là sont exclusivement exportés, essentiellement exportés. Le département a essayé quand même de prendre des mesures pour disponibiliser le produit par la SNDP avec Hotchab et avec le projet SMAC. Et puis avec l'obligation de nos amis sénégalais de débarquer aussi pour un certain nombre de scènes tournantes, de débarquer à Nouakchott justement pour soutenir le marché local. Mais toujours est-il que ils cherchent à gagner justement, plus. S'agissant de nos frères et amis sénégalais, il y a eu une convention récemment qui a été signée. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce qui s'est passé vous savez, la convention avec le Sénégal a été renouvelée il y a de cela une semaine. Il y a eu la signature du protocole qui a été renouvelé. Qui porte sur, bien sûr, d'abord les quantités. Il y a des quantités qui sont les 50 000 tonnes. C'est toujours 50 000 tonnes. Et il y a un effort de scènes tournantes qui correspond. 250 scènes tournantes qui sont autorisées à pêcher dans ce cadre-là. Il y avait maintenant, à chaque fois qu'il y avait l'évaluation pour voir le respect des engagements des uns et des autres, il y avait quand même des choses qui devaient être revues et améliorées. D'ailleurs, ce qui a conduit au dernier protocole, il y a eu quand même beaucoup de négociations pour clarifier les choses, notamment tout ce qui concerne le suivi. Ça, je laisserai au commandant de vous dire ce qu'il en est réellement. Mais je sais que pour tout le reste, le droit d'accès, il a été aligné, en tout cas ce qui se fait en Mauritanie, parce que aussi c'est une convention ce qui est recherché, c'est pas plutôt l'argent, mais dans le pire des cas, au moins qu'ils payent la même chose que nos propres gens. On vous aime bien, on vous considère comme les nôtres, mais vous payez la même chose que les nôtres. Et je pense que ça, dans le dernier protocole, ça a été quand même remis à niveau pour qu'effectivement on revienne à cette normalité-là. Et pour ce qui est du suivi également, le suivi des entrées et sorties, des débarquements, le suivi des débarquements, ça je laisserai au commandant pour vous donner l'information la plus fraîche et la plus exacte. Mais je sais quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées et d'améliorations par rapport à ce qui se faisait, parce qu'aussi il y avait beaucoup de choses qui étaient pratiquement données gratuitement. Et il fallait quand même, pour éviter en tout cas la frustration des nôtres aussi, il y a quand même un minimum. Payer la même chose que les nôtres. On vous met dans les mêmes conditions que le Mauritanien lambda. Ça aussi, ça a été pris en considération et je pense que les deux parties sont quand même très conscientes de cela et que c'est un accord qui doit quand même continuer dans ce cadre-là. Oui. On a pas mal d'accords. On ne peut pas extraire les capacités ou les ressources auxquelles on a droit par nos propres moyens. C'est pourquoi on a pas mal d'accords. On a des accords avec l'Union européenne, un accord avec l'Union européenne, on a un accord avec le Japon Tuna, on a encore on a des conventions libres aussi avec des sociétés de pêche qui exploitent un peu nos ressources. L'accord avec le Sénégal, c'est d'abord un pays ami, un pays frère. Nous partageons beaucoup d'intérêts en commun. Et donc c'est un accord que la convention a été signée depuis 2001. Et puis annuellement, on fait l'évaluation et on signe le protocole. Sur ce protocole, il y a eu des améliorations, ça c'est certain. Le suivi, depuis l'entrée jusqu'au débarquement, donc ils seront suivis. Et puis on fera des évaluations régulières. Il y a un comité mixte de suivi. Et bien sûr, on pense bien sûr le long terme, c'est que ces quantités puissent être débarquées en Mauritanie, mais pour le moment, on n'a pas d'infrastructure qui peut accueillir dans la zone sud ces débarquements.
Sinon, on a une équipe présente 24 heures sur 24 à Saint-Louis qui assiste au débarquement, qui autorise les sorties en mer, donc qui vérifie les engins de pêche, les équipages et au retour les espèces, les tailles, les espèces autorisées ou pas. Et puis s'il y a une infraction, elle fait bien sûr le PV d'infraction qui est envoyé à Nouakchott et soumis à une commission consultative de transaction qui fixe l'amende à infliger. S'agissant du début de l'arrêt biologique, est-ce que c'est les gardes-côtes, c'est le ministère qui demande aux propriétaires de bateaux de regagner leur port d'attache, les bateaux mauritaniens, et aux étrangers de sortir du territoire? Comment se passe le process? En fait, l'arrêt biologique actuellement ne concerne même pas les étrangers. Parce que la ressource céphalopode, elle est uniquement pêchée par des Mauritaniens. Donc, quand l'IMROP donne son avis, l'aménagement va fixer le début de la biologique et il va faire un arrêté portant fermeture de la zone de pêche à la pêcherie céphalopodienne. Bien sûr, il est diffusé en général, la profession est concernée, tout le monde est concerné, donc large diffusion. S'il y a besoin, bien sûr, le commandant de la garde-côte peut faire une circulaire pour compléter s'il y a besoin. Mais la diffusion de l'arrêté suffit. Donc le monde est informé et généralement aussi ils sont assez bien informés s'ils ne sont pas impliqués au départ. Donc c'est tout. Et nous, on va s'assurer qu'à minuit, tout le monde est rentré. Est-ce que la mesure s'applique aussi bien à la pêche industrielle que la pêche artisanale, où il y a des faveurs qui sont faites à l'une des deux composantes de la pêche? La mesure est totale pour la pêche industrielle, hauturière et côtière. Pour la pêche artisanale, quelquefois on fait des exceptions, on fait juste le poulpe qui est interdit, on laisse la sèche et le calamar, au moins pour la zone sud. Donc oui, et tout le monde est concerné par le poulpe. La pêche artisanale peut pêcher quand même dans la zone sud des espèces. Qui ne sont pas le poulpe. En fait, c'est une mesure qui est globale et qui est applicable à tous les segments d'exploitation, que ce soit de la pêche artisanale, pêche côtière et pêche hauturière. Maintenant, ça dépend des catégories. Parfois, vous donnez 15 jours à la pêche. Justement, ça, par exemple, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que c'est plus une mesure, en tout cas, d'ordre sécuritaire, que plutôt quelque chose qui répond à des impératifs biologiques. Parce que la recherche n'a pas dit donner 15 jours aux artisans. Non, la recherche ne parle pas de ça. Elle dit il faut fermer. Mais si vous êtes en présence d'une flotte aussi énorme que, en tout cas, les embarcations artisanales qui sont petites, qui sont parfois non détectables par les outils de repérage des bateaux hauturiers, les grands navires, et vous dites à tout ce monde, rejoignez le port à la même date, il y aura beaucoup de casse. Et aussi, la façon de pêcher, le mode opératoire même n'est pas le même. Ces gens, ils ont des séries de nasses qui vont immerger dans l'eau et qui sont restés là-bas. Et de temps en temps, ils viennent les relever. Vous dites à tout ce monde, ramenez au port, ce soir à minuit, tant de milliers de pots en même temps. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc il y a toujours un peu de flexibilité pour prendre en considération aussi bien les aspects logistiques que les aspects sécuritaires. Mais de plus en plus, on essaie de mieux organiser. Ici, chez nos voisins du Nord, tout le monde ne sort pas à la même date, tout le monde ne s'arrête pas à la même date parce que, en tout cas, le rapatriement des engins, de l'outil d'exploitation lui-même peut poser problème parce qu'il y a des embouteillages qui se font. Si vous dites à tout le monde aujourd'hui, sortez de la capitale et puis on a des travaux à faire, c'est pas tout le monde qui va sortir en même temps. Il faut quand même graduer ça. Et c'est pourquoi la reprise passée, ça a été un peu échelonné. Le premier pour les artisans, on leur a donné 3 jours pour aller en tout cas s'installer, déployer leurs engins et puis ne pas sortir tout le monde en même temps. Eux-mêmes, s'ils sortent tous en même temps, il y aura quand même des accidents. Vous avez 8000 ou plus de 7000 embarcations qui vont aller chercher du poulpe. Si vous dites à tout le monde sortez en même temps, la baie de Nouadhibou, vous imaginez un peu la pagaille qu'il va y avoir. Donc il y a une partie qui sort, l'autre suit pendant 3 jours. Et quand la circulation va devenir plus fluide, on dit aux côtiers, allez-y, ils ne sont pas nombreux. Et après, on dit aux hauturiers. Donc c'est un peu aussi dans cet esprit-là qu'il faut mettre en tout cas ces histoires
en tout cas de deadline ou qui est un peu gradué par rapport aux différents segments. C'est plus pour la logistique et les aspects sécuritaires que plutôt un aspect qui répond à un avis scientifique. Non. C'est pourquoi j'ai dit, oui, l'arrêt, mais il y a beaucoup d'autres petites considérations qu'il faut mettre en branle pour en tout cas aller de façon beaucoup plus sûre et permettre aux gens de faire leurs activités. Et si un bateau ou une embarcation ne respecte pas l'arrêt, qu'est-ce qu'il risque? Quels sont les risques encourus? Que fait la garde-côte? Pêcher pendant la période de fermeture, c'est une infraction très grave. Oui. Et comme toutes les infractions, il y a la sanction qui est définie dans le code et dans le décret d'application du code de pêche. Donc en fonction de la dimension, de la taille du navire, eh ben, il y a une amende à infliger de temps à temps. Le bateau est arraisonné, Oui, bien sûr, arraisonné, doreté, le produit est saisi, et puis actuellement on fait même plus, on porte plainte. On porte plainte parce que c'est pas un bateau qui va le faire, c'est une pirogue qui va le faire. Actuellement, un bateau ne peut pas le faire parce que dès le premier jour, il va rentrer et il ne sortira que l'ouverture. Mais une embarcation peut le faire. Et quand elle est prise, eh ben, elle sera immobilisée pendant un certain temps. Elle va rater l'ouverture, ça c'est sûr, et puis elle sera sanctionnée. Et quels sont aujourd'hui les résultats, mais également les effets observés depuis que l'arrêt biologique est instauré 2 fois pendant l'année, concrètement? Bon, il y a durabilité quand même de l'exploitation, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait l'arrêt? C'est très simple. Si on n'avait pas fait l'arrêt, on pêche à longueur d'année, mais avec des moyens qui ne permettent pas de prendre tout ce qui est permis. On n'avait pas besoin d'arrêt, parce que, quel que soit l'effort qu'on fait, on ne peut pas prendre ce qui est autorisé, le TAC, ce qu'on appelle le TAC. C'est à cause de la capacité de pêche, donc le nombre de bateaux. Au départ, la pêche artisanale n'existait pas. Quand moi je suis venu, pratiquement il n'y avait pas de pêche artisanale. Donc maintenant, c'est quand même 7000 embarcations, et c'est 7000 embarcations qui ont plusieurs séries et naissent, et donc 24 sur 24. Et même le problème, c'est qu'on ne revient pas. À partir de l'ouverture, la pêche continue 24 sur 24. Il envoie par jour une embarcation pour amener le produit pêché. C'est-à-dire que la capacité de pêche est importante, et parce qu'elle est importante justement, il faut d'autres mesures, ou arrêter, comme lui il dit, n'autoriser que le nombre, c'est très facile à dire, parce que ça c'est une source de vie aussi de beaucoup de monde qui vivent de ça. Ou trouver un autre moyen, et c'était justement cet arrêt biologique pendant les étapes importantes de la vie du poulpe. On a encore le poulpe grâce à ça, en partie. À la recherche, bien sûr, à l'aménagement, à la surveillance. Ce qu'il faut dire, comme il l'a souligné le commandant et l'ami, l'arrêt biologique, il est appliqué au poulpe pendant ces phases critiques, pendant la phase de reproduction, pour plus ou moins protéger la biomasse féconde, et pendant la phase, si vous voulez, de grossissement des juvéniles, pour permettre aux juvéniles d'arriver à une taille, à la maturité, c'est-à-dire à une taille qui permettrait au moins d'avoir un produit lorsqu'on pêche, une taille de 500 grammes, 800 grammes, voilà. Donc, comme qui dirait, le poulpe, il a un taux d'accroissement qui est relativement très important. Bien sûr, c'est bien préservé et tout, donc il peut atteindre, comme je disais tantôt, jusqu'à 11 grammes par jour. Donc imaginez, vous avez un individu de 100 grammes, au bout de 2 mois, il a combien de grammes? À peu près, il va avoisiner les 800 grammes. Et ça, c'est vraiment ce que voudraient les opérateurs. Voilà, avoir beaucoup de. Voilà, un individu de 800 grammes, 1 kilo, c'est très rentable. Ça rapporte plus. Donc, autrement dit, l'arrêt est là pour vraiment. Et en plus, c'est pas uniquement que le poulpe. En fait, chaque espèce a une période de reproduction. Il y en a qui se reproduisent 2 fois par année, dans l'année, il y en a qui se reproduisent 1 fois par année. Et chacun a une période bien déterminée. Et bien sûr, c'est physiologique, ça dépend de la température de l'eau, ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Mais pendant cet arrêt, non seulement le poulpe
arrivent à se reproduire, mais il y a d'autres espèces également qui profitent pour se reproduire en paix, sans être dérangées dans leur reproduction. Voilà à peu près, quoi. Je voulais rajouter que c'est pas, disons, la reproduction ou les cycles critiques ne s'arrêtent pas seulement à la période que nous avions définie, mais c'est le pic de reproduction. C'est la période où il y a le plus, mais c'est quelque chose de continu sur l'année. Ça, il faut bien le noter. Et tout à l'heure, quand on commençait, notre ami Selmon a dit, sinon il faut fermer pour plus de mois. Il faut savoir que vous êtes quand même dans une chaîne alimentaire. C'est pas parce que vous avez fermé que ça va augmenter. Vous n'êtes pas le seul prédateur. Vous pêchez, mais il y a d'autres qui pêchent aussi. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans les années passées, il y a de cela 2 décennies. On n'a pas pêché, en fait, on avait eu à repousser jusqu'à pratiquement beaucoup de thiriers pélagiques ont quitté nos zones. Et il n'y avait pas beaucoup de navires qui pêchaient le pélagique. Or, parmi ces pélagiques, il y a de grands prédateurs, et les gens pensaient que comme le pélagique a été repoussé, il y avait les Européens aussi qui étaient partis, ils ne pêchaient plus le poulpe, on s'est dit, donc le magasin va se remplir. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui pêchaient les prédateurs ne sont plus là. Les prédateurs ont mangé ce qu'il y avait en bas. Et quand on a ouvert, il n'y avait même pas un poulpe. Les gens ont dit, mais comment? On a arrêté tout ce temps et il n'y a plus d'Européens qui pêchent. Or, ils étaient partis et le pélagique était parti. Ceux qui tuaient le pélagique ne sont plus là et le pélagique s'est mis à manger votre poulpe. Vous avez ouvert pensant que les choses vont rester là fermées. Non, mais c'est quand même une chaîne trophique, ça aussi. C'est important de le souligner. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Bon, schématiquement, oui, c'est quelque chose de simple, il n'y a pas de problème. Mais en bas, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. C'est pas seulement parce qu'on a fermé, à l'ouverture, c'est un magasin qui va se remplir. Non. Il y a les facteurs, en tout cas, climatiques. Il y a aussi votre propre effort, vous, et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mire. En fait, je voulais répondre un peu sur ce que Lamine a dit. Tous les individus ne se reproduisent pas en même temps. Il y en a qui arrivent à maturité avant les autres, donc ce qui fait que toute l'année, vous avez forcément des individus matures qui vont se reproduire. Mais seulement quand même, ils préfèrent attendre les meilleures périodes, en fait. Ça dépendra de la température, où il y a une grande population, une grande masse qui va se reproduire. C'est le cas de la langouste. J'ai rebondi un tout peu sur ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit que c'est eux qui ont fixé, c'était en concertation. En concertation, c'est une proposition. Et voilà, cette période de 6 mois, c'est là où on va rencontrer des individus qui sont en mue, qui n'ont aucune valeur commerciale, et qui sont en grande... Le temps imparti à l'émission touche à sa fin, et d'habitude, nous donnons un dernier mot, un tour de table, avant la fin de l'émission. Moi, je vais dire qu'on a une chance d'avoir cette mer assez riche à côté. Pas éternellement. Oui, il va falloir s'en occuper pour que justement assurer une durabilité d'exploitation. Et ça va demander effectivement des efforts de tout le monde, des opérateurs, du département, de la surveillance, de la recherche, pour qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'on a. Il faut que les mesures d'aménagement soient les plus parfaites et il faut que la surveillance aussi fasse le travail qui est attendu. Et bien sûr, il y a beaucoup de paramètres d'inconnus, d'incertitudes. Donc il faut de la prudence dans toutes les politiques. Il faut garder quand même une certaine réserve, prudence. L'ami? Oui, moi je ne fais que en tout cas corroborer ce qu'a dit le commandant. On a vraiment la chance d'avoir en face de nous l'une des côtes, en tout cas les plus poissonneuses, avec des écosystèmes quand même qui sont pratiquement uniques au monde, mais ce n'est pas quelque chose d'inépuisable. Et donc ce que je veux dire, on ne doit pas scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est pourquoi je me dis qu'on se doit, en tout cas, de persévérer dans tout ce qui est gestion durable de ces ressources-là. Et aussi gérer durablement, ou en tout cas exploiter durablement, c'est pas pêcher le plus, c'est pas parce qu'on prend des quantités que c'est bon, mais plutôt le mieux. On peut pêcher peu, mais avec de la qualité et bien élaboré, et ça donne en tout cas au finish le même rendement en termes d'entrée pécuniaire. Et c'est ce qui importe le plus. Donc la question de la durabilité, et tout le monde doit en faire son affaire, parce que c'est quand même pour nous, mais aussi on a, en tout cas, on se doit de le gérer pour les générations futures aussi. Monsieur Djamamadou. En fait, comme qui dirait, l'Europe vraiment continue toujours. C'est le bras armé, entre guillemets, du ministère, de la tutelle.
Et on compte... Allez, le bras scientifique alors. Je dis le bras scientifique alors, qui est le bras scientifique de la tutelle, et on continue à faire de notre mieux pour essayer de préserver cette ressource. Et surtout actuellement qu'il y a beaucoup d'autres usages, l'exploration, l'exploitation gazière et pétrolière. Et donc ce qui fait que notre mission est devenue encore beaucoup plus grande. Donc on est obligé de voir l'état des écosystèmes, l'état de santé des écosystèmes tout le temps. Donc voilà, la mission est devenue beaucoup plus grande. Il n'y a pas que la ressource actuellement qu'on gère. Et donc voilà, on essaie quand même de faire de notre mieux pour essayer de répondre à la demande de la tutelle. Monsieur Selmon. Je dirais que j'ai été oublié un peu dans les derniers quarts d'heure de la discussion. Et je dirais أراني مولي راجم عند مولانا التوفيق والازدهار للبلد والرسل راجم عند مولانا ذا كامل اللي فيه الصحة والعافية للسكان بلدنا. Et je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Merci donc à nos invités qui ont répondu favorablement à notre invitation. Il s'agit du capitaine de vaisseau Mohamedou Abdelrahman, commandant de la garde côte mauritanienne, de M. Lamine Camara, directeur général de la direction de l'aménagement des ressources et des études au ministère des pêches et de l'économie maritime, la direction d'art, du docteur Dia Mamadou, coordinateur de programme à l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches, IMROP, et de M. Isselmou El-Kirbali, secrétaire général de la Fédération nationale des pêches, section artisanale Sud. Merci également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui ont suivi cette émission. Merci aux caméramans ici présents, à la régie et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et à très bientôt pour un nouveau épisode de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Au revoir.